Tracer une sorte de panorama sur la longue durée des rapports entre ce qu'on appelle la gauche, parce qu'évidemment la définition en elle-même est problématique, hein, la gauche, parce qu'il y a les gauches, bien entendu, mais essayer de donner un certain nombre de points de repère historiques, précisément pour essayer peut-être de sortir de la tyrannie, de l'immédiateté, de la précarité, de l'instantanéité à propos de l'immigration. Parce que trop souvent, malheureusement, on a tendance à considérer que tout est nouveau, tout est la première fois, alors que très souvent, on s'aperçoit que la longue durée est tout à fait indispensable pour resituer les questionnements. Moi, je dirais que dans l'histoire moderne, contemporaine, il y a plusieurs grandes dates chronologiques qui sont à scander dans le rapport entre la gauche et l'immigration. Tout d'abord, à la fin du XIXe siècle, je parle de la fin du XIXe siècle parce que c'est l'époque dite contemporaine, moderne, française. Il y a deux dates importantes dans ce rapport qui va se coaguler, pourrait-on dire, entre ce qu'on appelle la gauche et les étrangers en France. C'est la présence des Italiens en France avec le massacre d'Aigues-Mortes à la fin, dans les années 1890, et l'affaire Dreyfus à partir de 1894. C'est-à-dire qu'on a à la fois le combat social mené dans le midi de la France par les ouvriers italiens, et l'affaire Dreyfus que tout le monde connaît et qui marque l'entrée en scène d'une gauche républicaine dans un combat contre le racisme avec la naissance de la Ligue des droits de l'homme, la LDH, qui va naître à la faveur, disons, de cette grande bataille. La deuxième grande séquence d'histoire sur la gauche et les immigrés, les étrangers, disons, qu'importe le mot, on ne va pas s'attarder sur chacun des mots, mais dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, on peut dire que la question sociale est très importante en rapport avec les vagues d'immigration successives, polonais surtout, espagnols, italiens, dans cette France de l'entre-deux-guerres. Et la question sociale est portée notamment par des dirigeants politiques et syndicaux d'origine étrangère qui vont jouer un grand rôle dans les grèves ouvrières, notamment pendant le Front populaire. Mais ces mêmes dirigeants étrangers, et par les syndicats et par les partis politiques de gauche, qui vont également, plus tard, jouer un très grand rôle dans la résistance française. Vous connaissez tous l'affiche rouge, bien sûr, et avec naturellement le fait que la plupart de ces militants fusillés, arrêtés, etc., étaient des étrangers. Donc, dans cette période entre l'entre-deux-guerres et le régime de Vichy, il y a une proximité très forte entre les principaux partis de gauche, c'est-à-dire particulièrement le Parti communiste français et la SFIO, qui va s'exprimer notamment à travers la question syndicale, notamment dans la CGT et la CGTU. Un certain nombre, encore une fois, de grands dirigeants ouvriers syndicaux passeront par cette école de formation qu'est le syndicalisme et l'appartenance, naturellement, l'appartenance partidaire. Les grands mots d'ordre à cette époque-là sont ceux de défense des étrangers contre l'extrême droite, les ligues d'extrême droite factieuses, qui font campagne à l'époque contre ce qu'on appelait les métèques. Ils défilaient dans les rues de Paris, notamment sur ce mot d'ordre-là. Et donc la gauche va se poser en défenseur des étrangers en France, avec des mots d'ordre sociaux, notamment sur la question de l'égalité. L'égalité, par exemple, pour les soins, pour le travail, pour les salaires, etc., etc. Et puis, il y a une troisième séquence qui est très importante et intéressante. C'est la séquence qui va, grosso modo, de 45 aux années 60. C'est la période des 30 Glorieuses. Là, on se rapproche davantage, disons, de notre histoire, de notre période. Pourquoi ? Parce que dans cette séquence-là, dans cette troisième grande séquence entre la gauche et les immigrés, il y a deux phénomènes importants. Le premier, c'est le fait que la gauche française, surtout le Parti communiste français, qui à l'époque est le principal parti de la gauche française, va considérablement mener bataille pour les étrangers, mais avec une stratégie, disons, d'intégration des étrangers à l'intérieur des organisations syndicales. C'est-à-dire faire en sorte que les étrangers ne puissent pas véritablement constituer, disons, des organisations syndicales séparées. Pourquoi cette revendication ? Parce qu'il y a un deuxième phénomène très important dans cette période, qui est la période de la décolonisation. Dans la période de la décolonisation, à partir des années 50 aux années 60,
eh bien, le mouvement ouvrier français, donc les étrangers, sont percutés par la question coloniale dès cette époque. Puisque dès cette époque, vous avez trois grandes dates qui sont un peu ignorées. Le 14 juillet 53, le mitraillage de la manifestation algérienne du 14 juillet 53, la répression de la manifestation du 9 mars 56 que les Algériens font seuls contre le vote des pouvoirs spéciaux, pouvoirs spéciaux d'ailleurs qui ont été votés par la gauche, c'est-à-dire la SFIO et le Parti communiste, donc en 56. Vous voyez que ça remonte à moi, la tradition. Non, je déconne. Donc on a par conséquent une manifestation algérienne très sévèrement réprimée, et puis celle, bien sûr, que vous connaissez tous maintenant, si vous êtes là ce soir, du 17 octobre 1961. Donc on a, dans cette séquence particulière des 30 Glorieuses, déjà, disons, un problème, qui est l'articulation entre la question sociale, qui est très importante, bien sûr, parce que, par parenthèse, et j'insiste à chaque fois sur la question sociale, c'est que les immigrés, c'est essentiellement des personnes qui appartiennent aux catégories les plus exploitées de la société française. Faire l'histoire des immigrés, c'est faire l'histoire du prolétariat en France, de la classe ouvrière. Et il ne faut pas l'oublier, parce que c'est, bien sûr, on signale toujours les artistes, Picasso, Chagall, etc. Mais enfin, les immigrés, que ce soit avant 14 ou après 19, etc., sont, et nous ne l'oublions jamais, ceux qui ont construit le métro parisien, ceux qui ont construit la Tour Eiffel. Enfin, je ne vais pas faire la liste ici de toutes les constructions, de tout ce qui a été fabriqué, disons, dans le paysage architectural français par les ouvriers, les ouvriers immigrés, notamment la sidérurgie aussi, bien sûr, la métallurgie, etc., etc. C'est une partie du prolétariat, de la classe ouvrière, comme on dit, et c'est pas un hasard si naturellement ce qu'on a appelé, entre guillemets, l'intégration de ces étrangers passait par le syndicalisme ouvrier. C'est fondamental. Donc, fermons cette parenthèse. Et je vais essayer d'aller le plus vite possible, parce que, en fait, la séquence qui se rapproche de la nôtre, c'est-à-dire dans l'après-68, on voit apparaître, dans les années 70, à la question sociale traditionnelle, très importante sur l'exploitation et la surexploitation même de ce prolétariat qui est vraiment au bas de l'échelle sociale, eh bien, il y a, disons, d'autres formes, disons, d'organisation et de défense des travailleurs étrangers qui sont plus en rapport avec une solidarité concrète, une solidarité active, et non pas simplement idéologique. Je pense à deux types d'organisations dans ces années-là. Et ces années-là sont intéressantes parce qu'on assiste quelque part aujourd'hui à une sorte de retour de ce type de mouvement associatif. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple la solidarité et la mise en œuvre autour de la coordination des foyers Sonacotra dans les années 70, ou bien le mouvement des travailleurs arabes, le MTA, dans ces années-là, on voit une mise à l'œuvre d'une solidarité effective et concrète et qui se débarrasse simplement des discours idéologiques, sur une solidarité abstraite, sur une fraternité abstraite, etc., etc. Ce qui fait que lorsqu'arrivent les années 80, que tout le monde connaît cette fois-ci, là on arrive vraiment dans le monde disons, beaucoup plus connu, eh bien, ce à quoi on va assister précisément, c'est le fait que la question de l'immigration qui se posait essentiellement comme une question sociale percutée à un moment donné par la question coloniale va prendre une autre dimension. C'est-à-dire que l'antiracisme, la solidarité va prendre une tournure à la fois morale et de moins en moins politique. C'est-à-dire que c'est une autre histoire de l'immigration et enfin de la gauche, de l'immigration, qui commence à s'installer dans l'oubli d'ailleurs des séquences antérieures. C'est pour ça que je ne vais pas insister, mais je crois que ce rappel historique il est toujours très important parce que très souvent on a tendance à considérer que les questions sont toujours nouvelles, elles se posent là immédiatement, alors que quelquefois il suffit de regarder un peu en arrière et on s'aperçoit que certaines questions qu'on considérait comme nouvelles vous avez déjà percutées dans ce passé. Et donc là on assiste à un nouveau tournant, enfin dans les années 80 jusqu'aux années 2000, c'est-à-dire une forme de solidarité qui se veut davantage dans l'antiracisme sur le plan moral que dans la solidarité sociale et politique. C'est-à-dire qu'il y a un affaiblissement de l'un au profit de l'autre. Et ça correspond bien sûr à un état d'esprit dans la société française, ça correspond bien sûr à un affaiblissement du politique qui démarre dans ces années-là. C'est-à-dire que le politique commence à s'affaiblir dans les années 80,
pour toute une série de raisons. Ce soir, on ne va pas en faire l'inventaire. Hein, la montée de l'individualisme, la crise des idéologies socialistes, l'effondrement du bloc à l'Est, enfin bref, on ne va pas ici faire l'énumération traditionnelle de l'affaiblissement de ce qu'on appelle la gauche traditionnelle française, qui commence, disons, à s'affaiblir précisément au moment où elle accède au pouvoir. Et c'est là tout le problème, c'est là toute la difficulté à concevoir la question. Ce qui fait que c'est dans l'affaiblissement, je terminerai, c'est dans l'affaiblissement du politique, des partis politiques, et dans l'affaiblissement du syndicalisme, qu'à partir des années 90-2000 jusqu'à aujourd'hui, vient se nicher la question du réveil des identités. C'est-à-dire que la question identitaire devient de plus en plus forte, avec, disons, comme question qui va s'installer progressivement au centre du débat, qui est la question de la religion, de l'islam en France, et contre cela, bien sûr, vous avez des identités dites d'extrême droite qui viennent en opposition, disons, à une question elle-même considérée comme identitaire. Bref, par évacuation, disons, du social et du politique, voire même du culturel, vient à partir des années 2000, pour aller vite, disons, on voit l'apparition d'un nouveau rapport, disons, qui s'installe dans les débats politiques, culturels, théoriques, entre la gauche et les immigrés, par le biais, disons, de la question des identités. Ce qui fait que, conclusion, quand on arrive, disons, à l'examen des choses, on s'aperçoit que les grandes revendications portées par le mouvement des étrangers en France pour aller vite, jusque dans les années 80, dans les années 2020, n'a pas encore été réalisées sur le plan politique, notamment sur le mot d'ordre principal, qui était celui du droit de vote des étrangers aux élections locales, municipales, qui était un mot d'ordre très politique, qui n'était pas un mot d'ordre moral, bien entendu. Donc voilà à peu près, disons, un survol vraiment très général de ce rapport entre la gauche et les immigrés. Bon, c'est un découpage très personnel, hein, très subjectif. Hein, ça n'a pas une valeur, disons, scientifique définitive. Heureusement d'ailleurs, il n'y a pas d'histoire officielle. Mais c'est simplement pour ouvrir, disons, le débat et laisser la parole aux intervenants. Merci beaucoup, Benjamin.